un podcast Binge Audio. La mort épouvantable de Bernard Algret, qu'on évoquait dans l'épisode précédent. Elle met en lumière la persistance, au début des années 2000, de tout un monde criminel sur le point de disparaître, chassé par de nouvelles formes de délinquance. Un monde de braqueurs, de tenanciers de barborgnes, de proxénètes, de gros bras et de parrains qui vivent les dernières années d'un secteur jadis florissant. Les assassins d'Algret en sont les descendants, les héritiers peut-être, les derniers représentants sans doute. Et Bernard Algret, leur victime, n'était finalement pas le caïd qu'on a pu imaginer. À Brest, il était assez connu, on l'appelait Bernard le Nantais, mais il paraît qu'à Nantes, on ne le connaissait pas du tout. Pas du tout. Pierre-Marie Herriot, je suis le rédacteur en chef du quotidien Presse Océan. Presse Océan, c'est le journal de Nantes. Et au début de ma carrière, pendant 15-20 ans, j'ai beaucoup travaillé sur le milieu nantais et suivi pas mal de procès concernant ce milieu. Au moment de sa mort, on découvre, nous, qu'il existait, c'est le paradoxe, et on retrace un petit peu tout son parcours, mais c'était pas un gros truand, enfin voilà, mais c'était pas un gros truand qui a eu affaire à des truands extrêmement violents. Oui, c'est là qu'intervient un autre personnage qui est Tonio. Qu'est-ce que tu sais de lui, de ce personnage-là ? Tonio, il était connu dans le microcosme nantais et dans le centre-ville de Nantes, puisqu'il était videur d'une boîte de nuit du centre-ville, assez couru. Et donc c'était le videur du coin. Donc il faisait la pluie et le beau temps, si tu voulais rentrer chez les jeunes pour rentrer en boîte. Et puis Tonio, on le retrouve une première fois, il tombe pour des hold-up. Il purge sa peine, il avait pris pas mal d'années de prison. Et puis il réapparaît dans un bar de nuit près de la gare. Et puis 2 ans après ou 3 ans après, il retombe avec cette histoire Algret. Mais là, on voit bien que le milieu, à partir de là, commence quand même vraiment à être en déliquescence complète. On part de gros coups, on parle de gros trafics, des histoires qui ont marqué le banditisme national, voire international. Puis là, on tombe sur des histoires de règlement de compte, de bout de comptoir, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un milieu nantais, comme on entend milieu au sens de milieu corse, milieu lyonnais, du milieu du grand banditisme ? Au sens de ces milieux-là, oui, il y a eu un milieu nantais. C'est un sujet qui a longtemps fait débat, même chez les policiers. C'est quelque chose qui a longtemps été nié, mais aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que oui, il y avait un milieu nantais, avec quand même ces têtes de pont, avec ces truands de haut vol, qui agissaient parfois dans la discrétion. Mais oui, il y avait un milieu nantais. Ça commence, je pense, dans les années 60 avec le port. Il y a le monde des dockers, et puis il y a autour de la place du commerce des fils de petits commerçants, artisans. Leurs fils ont commencé à s'encanailler avec les dockers, à monter des petits business, des petits trafics, pour avoir un peu d'argent facile. Et puis ils ont commencé à monter sur des petits braquages. Et puis l'argent a été vite recyclé en ouvrant des bars à filles. Et puis voilà comment les bars à filles se sont multipliés sur le quai de la Fosse. Tout ce milieu qui tourne quand même, qui aime bien la nuit, classiquement. Franck Renaud, journaliste, auteur du livre « Le nouveau milieu », paru en 1992 chez Fayard. Avec quand même la particularité nantaise de ces bars à filles qu'on appelle poliment des bars américains ou autres, comme il y en a eu à Pigalle au temps du Grand Pigalle, mais qui sont des bars avec des hôtesses qui forcent le client à consommer du champagne, souvent pas très bon et vendu très cher, et le tout moyennant prestations dans des petits box derrière des rideaux, prestations sexuelles, quoi. Enfin, c'était de la prostitution habillée derrière la vente de champagne. Tous les trafics, et entre autres l'argent du trafic de stupes, est blanchi, lessivé dans ces fameux bars à filles. On assiste, fin des années 70, il y a successivement, au mois de janvier 79, 2 gros braquages de fourgons blindés à Nantes, dont un le 2 janvier 79, pas très loin du stade de la Beaujoire aujourd'hui. Et là, il y a des types grimés avec des masques qui attaquent un fourgon blindé à la Kalachnikov.
Et puis il y a un bis repetita quelques semaines plus tard. Et pareil, une autre attaque de fourgon blindé avec à chaque fois des butins qui sont de l'ordre de 4 millions de francs. Ça fait quoi? Ça fait 750 000 euros à peu près, on est à la fin des années 70, ce qui fait quand même un peu d'argent. C'est des opérations quasi militaires avec une voiture qui vient bloquer le fourgon blindé. Et c'est vraiment à ce moment-là que, du coup, côté policier, on commence à se dire oh là, il se passe des choses là. D'autant qu'en plus, 1980, il y a un braquage en Suisse à Genève, à la bijouterie Rolex, et les types partent avec 80 kilos d'or, et des tas de pierres précieuses, rubis, etc. Et assez rapidement, pour l'affaire de Rolex, les policiers, de fait, vont découvrir que tout ça, c'est lié à des Nantais. L'un des principaux truands français, Alain Couellier, qui a été mêlé à quasiment toutes les grosses affaires criminelles des années 80 à 2000, il était nantais, et on le considérait, on l'appelait comme le Napoléon du banditisme, je crois, mais et les policiers ne l'ont pas vu grandir, en fait. Il a été impliqué dans le braquage de Rolex à Genève. Jamais condamné pour les autres, jamais pris pour les 2 fourgons blindés. C'est un peu la figure emblématique, même s'il y a d'autres types qui après sont des jolis personnages. Alain, parce que c'était un petit bonhomme, mais bonhomme. Alors, je pèse mes mots parce qu'évidemment, il n'y a pas du tout le syndrome de Stockholm, mais plutôt sympathique, plutôt intelligent. De toute façon, c'est comme dans tous les domaines, un truand pas intelligent, il fait pas long feu. Et il est très très jeune, parce que je crois que pour le braquage de Rolex, il doit avoir 20 ou 21 ans. Et puis après, on l'a retrouvé, il a sans doute participé à d'autres braquages, parce que sur certains braquages de fourgons blindés, une silhouette pouvait correspondre. Il a longtemps travaillé avec des Marseillais, avec les caïds marseillais. Il travaillait avec Jean-Louis Camerini, par exemple, sur l'enlèvement de la fille de la chanteuse Chimera, la petite Mélodie. Depuis le début des années 80, Alain Couellier s'était fait un nom et même un surnom, Petit Alain, bien au-delà du milieu nantais. Première condamnation en 1981 pour le braquage de la bijouterie Rolex, 100 kilos d'or et un sac de rubis, jamais retrouvé. Mais c'est 6 ans plus tard que ce natif de Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes, devient une vraie figure du grand banditisme. Il fait partie de la bande qui enlève en Espagne la petite Mélodie Nakachian. Un rapt très médiatisé, elle sera retrouvée vivante quelques jours après l'enlèvement. Couellier, lui, est arrêté 6 mois plus tard. Il nie toute implication, mais il écope de 10 ans de prison en Espagne. Chimera, c'est la star de la pop rock, c'est des maquillages extravagants. Et elle est mariée avec un homme d'affaires, Raymond Nakachian, à la réputation assez sulfureuse. Bon, bref, la pauvre gamine, qui doit avoir 6 ans à l'époque, est enlevée sur le chemin de l'école. Son garde du corps molesté, par une bande de truands. Et elle est libérée une dizaine de jours plus tard, je crois, et on découvre alors que les 2 cerveaux du rapt, c'est Jean-Louis Camerini et Alain Couellier. Alain Couellier, nantais, Jean-Louis Camerini, l'un des bras droits de Francis le Belge. Qui est le parrain de la mafia marseillaise. L'un des parrains, avec Gaëtan Zampa, de la mafia marseillaise. Et Petit Alain, ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est qu'il va se lancer dans le trafic de stupes à grande échelle. Et là, on parle en tonnes, voire en dizaines de tonnes. Trafic de hash, de shit et de cocaïne transatlantique. Et il va être richissime, il finit sur la côte en Espagne, il a X clubs, X voitures de luxe, il mène grand train. Extradé vers la France, il se transforme en détenu modèle. Pour moi, la délinquance, c'est terminé, je vais essayer de trouver du travail, affirme-t-il en 97, peu avant sa sortie de prison. Une reconversion apparemment ratée. Il a été arrêté au volant d'un voilier, le Spes Nostra, c'est son voilier, sur lequel il convoyait 350 tonnes de cocaïne. Alain Couellier, donc après son interpellation sur le Spes Nostra, a passé 4 ans en détention provisoire. C'est le délai maximum en Espagne avant d'être jugé. Il a été remis en liberté. Et 2-3 jours après sa remise en liberté, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde 2010 en Espagne, remportée par l'Espagne. Et alors qu'éclataient les pétarades de joie, devant chez lui, un tueur l'a interpellé. Il était avec un ami et avec sa nièce qui était dans la voiture. Elle les a fait mettre à genoux et les a exécutés, lui et son ami, de plusieurs balles, épargnant la vie de la jeune adolescente. La mort d'Alain Couellier, c'est un peu la fin symbolique du grand banditisme nantais. Même si Petit Alain n'était pas la seule figure marquante de ce milieu. Parmi les quelques noms qui resteront, il y en a au moins un autre, celui de Jacques Lafaille, alias Carcasse. Dans les fourgons, ce qu'il y a d'extraordinaire et qui rattache cette histoire nantaise à une partie d'histoire assez étonnante,
C'est la figure d'un des braqueurs, c'est Jacques Lafaille, qui est un type, sur les braquages, j'ai repéré un type plus grand que les autres, un colosse, né en Algérie, qui rencontre Bob Denard, va faire les 400 coups avec lui. Bob Denard s'était donné le titre de corsaire de la République, plus digne à ses yeux que le terme de mercenaire. Toute sa vie, il a parcouru le monde pour enchaîner coups de force et coups tordus, avec une prédilection pour les coups d'État et l'Afrique. Zimbabwe, Angola, Yémen, Zaïre, Bénin, mission clandestine, mission de déstabilisation, un rôle toujours ambigu. Pendant 30 ans, aidé de ces hommes surnommés les affreux, Bob Denard a fait et défait les présidents aux Comores, où il a dirigé la garde présidentielle pendant 10 ans. Jacques Lafaille, c'est un personnage. Quand il n'allait pas faire des coups d'État, il entraînait les services secrets. Quand il lui restait un petit peu de temps, il tournait des films. Et il a fait notamment un peu de figuration dans Borsalino et dans d'autres films, je crois, de Delon et Belmondo. Dans début des années 90, il est arrêté par le juge nantais qui suit ses affaires de banditisme, de braquage, qui a arrêté des dossiers. On est presque 15 ans après. On a eu un jour la surprise de voir les enquêteurs belges qui travaillaient, qui suivaient le dossier des tueurs du Brabant, venir à Nantes. Alors là, on est en plein dans les années 80, il y a eu des tentatives de déstabilisation, en quelque sorte, de l'État belge, avec des tueries dans des supermarchés, qui avaient fait un nombre de morts, avec à chaque fois des tueries un peu militaires, usage aussi d'armes automatiques, de Kalachnikov. Il y avait toujours un grand dont il était dit qu'il était là. Il y a eu des portraits robots d'établis, dont un assez saisissant qui pouvait présenter des similitudes avec les traits de Lafaille, mais d'une part, lui n'a jamais reconnu et il n'y a jamais eu de preuves apportées de son implication dans les tueurs du Brabant, donc l'affaire en est restée là. Ces fameux tueurs du Brabant, c'est une histoire complètement dingue. Une histoire qui n'est toujours pas terminée puisque l'enquête se poursuit en Belgique. On lui avait consacré un épisode entier dans Programme B en juillet 2020. Je vous invite évidemment à le réécouter si vous voulez en savoir plus. Retour pour l'heure à nos Nantais et à Jacques Lafaille, qui dans les années 90 est rattrapé par la justice. À Nantes, le procès d'un ex-mercenaire, Jacques Lafaille, accusé de 2 hold-up, se poursuit avec l'audition de personnalités qui viennent d'horizons très diverses. Ce matin, Alain Delon, qui avait fait tourner un tout petit rôle à Jacques Lafaille dans un de ses films, Borsalino, et qui lui est resté fidèle. J'ai dit, alors je confirme, il est mon ami, il le restera. Voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Malheureusement, j'ai été convoqué par le président et pas par la défense. Et ce que j'aurais souhaité, parce que j'aurais pu m'exprimer sûrement plus longuement sur mes rapports et mon amitié avec Jacques Lafaille, mais c'est le parquet qui m'a convoqué et pas la défense. Dans ce fameux procès où il y avait donc Bob Denard qui est venu témoigner, il y a le numéro 2 du SDEC qui est venu témoigner, et Alain Delon est venu témoigner. Avec cette anecdote fantastique, Alain Delon téléphone au greffe. Bonjour Alain Delon va venir témoigner, il demande si les frais de déplacement sont pris en charge. Et la greffière lui dit, bien sûr monsieur Delon. Ah, bon, il est venu en hélicoptère. Et il a présenté la facture. Et la greffière lui a dit, mais je vous ai pas précisé, c'est en train 2e classe. Voilà. Bon, mais il a dit, c'est pour moi. Et donc voilà, un personnage versé dans le banditisme. Alors pourquoi, comment besoin d'argent pour vivre entre deux expéditions en Afrique. Il était plutôt mutique, quoi. C'était pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup parlé. Il a été condamné, des complices ont été condamnés pour ce procès, mais en tout cas un personnage qui est toujours vivant, qui aujourd'hui est un vieux monsieur. Alors peut-être que c'était pas un milieu aussi établi, aussi structuré que le milieu marseillais ou que le milieu lyonnais, le gang des Lyonnais, mais c'était en fait, il y avait 5-6 personnages et puis plein de délinquants qui traînaient autour. Mais il y avait quand même 5-6 gros personnages, quoi. 9 années de réclusion pour Jacques Lafaille, 6 ans pour Roland Chamarbois. Après 9 jours de procès, il aura fallu 5h30 de délibération aux jurés pour se prononcer. Le mercenaire et l'ancien parrain du milieu nantais dormiront ce soir en prison. Et oui, qui dit milieu, dit parrain. Et a priori, les spécialistes sont formels. Le boss à Nantes pendant des années s'appelait Roland Chamarbois.
Roland Chamarbois, qui a maintenant 80 ans, et oui, il a toujours été dépeint, même par les policiers, comme le parrain du milieu nantais. C'est-à-dire que d'un côté, des policiers disent il n'y a pas de milieu, mais on reconnaît que le parrain du milieu nantais, c'est Roland Chamarbois. Voilà. Ah, le parrain, oui, le juge de paix qui a échappé à pas mal de condamnations. Il est au procès Lafaille, il est dans le box des accusés. Il a fait un peu de prison, personnage roublard, qui détenait des bars de nuit en sous-main avec des prête-noms, qui a toujours échappé à des condamnations et qui a été une figure. Lui, par exemple, il a frayé un temps avec le SAC, le service d'action civique, le service d'ordre et puis exécutant des basses œuvres, on va dire, du mouvement gaulliste. Il paraît qu'il y a une photo de lui à côté de Pasqua à un dîner. Oui, ça c'est à la Cigale. Oui, il était très probablement membre du SAC, le service d'action civique cher au réseau gaulliste. Mais là, on est dans les années 70. Donc voilà. Oui, en effet, il a bénéficié sûrement d'une certaine mansuétude à une époque. C'est aujourd'hui un paisible retraité. Enfin, j'ose le croire. Il en est où le milieu nantais aujourd'hui ? Le milieu nantais traditionnel, aujourd'hui, il est décimé. Ça s'arrête parce qu'il y a un certain nombre de règlements de compte, de second couteau, de tous ces gens qui peuplent la nuit et qui essaient d'en tirer parti. Alors là, il y a des disparitions, il y en a dont on dit qui sont coulés dans des piliers en béton du pont de Cheviré qui était en construction à l'époque, fin des années 80, début des années 90. Il y en a qui ont sans doute été mangés par les petits poissons jetés en Loire. Il y en a plusieurs comme ça qui disparaissent, qui sont tués un peu brutalement, sauvagement, parce qu'il y a des personnages, mais il n'y a pas de grande tendresse quand même dans ce milieu-là. C'est sauvage, et l'affaire Algret que moi j'ai pas suivi, mais la sauvagerie de l'exécution de Bernard Algret, enfin c'est de la torture, quoi. C'est absolument épouvantable. Mais tous, disparition par mort d'homme ou disparition subite. Et puis, il y a toutes les arrestations. Aujourd'hui, il reste 2-3 figures qui sont plutôt âgées, qui ont bien vécu, qui ont échappé à de lourdes peines grâce à leur habileté et l'habileté de leurs avocats. Tous les bars à filles qui peuplaient le quai de la Fosse, la place de la République et le boulevard d'Albi à Doulon ont disparu. Enfin, il n'y a plus tout ça. Ça s'est éteint, ça a disparu. La nuit est différente. Ceux qui ont survécu à tous ces épisodes essaient de vivre une vieillesse apaisée et de mourir de leur belle mort sans qu'ils soient lestés de quelques plombs. Tous les caïds nantais ont maintenant un âge vénérable, et puis le milieu nantais, les coups d'éclat du milieu nantais, comme les braquages de fourgons blindés, les enlèvements, même les gros trafics de stupéfiants par le milieu traditionnel. Je ne sais pas ce que ça devient, mais on n'en entend plus parler. En revanche, aujourd'hui, oui, Nantes est gangrénée par le trafic de stupéfiants et par les réseaux des cités. Une nouvelle criminalité a pris le pas. C'est le cas un peu partout en France. Comme le milieu et le grand banditisme qu'elle a remplacé, elle a son lot de figures marquantes, de crimes épouvantables, de gros coups et de petites magouilles. Son lot aussi d'histoires qu'il faudra un jour raconter. Merci à Jean-Yves Le Brigand, Hervé Chambonnière, Yves Madec, Pierre-Marie Herriot et Franck Renaud pour leurs réponses. Merci aussi à Geoffrey Puitch qui a réalisé ces 2 épisodes de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.